Avant de commencer, quelques mots à propos de ce podcast. Ce podcast est possible grâce à ses contributeurs et animateurs, mais aussi aux sociétés qui le sponsorisent. Sérénité qui vous accompagne pour concevoir, industrialiser ou automatiser vos plateformes. Écrivez à contact@serenité.fr. Et Datatask d'Affinitech, la plateforme pour accélérer vos data lakes et data labs. Venez nous voir sur datatask.io. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data. On essaye à chaque épisode de vous apporter plein de choses nouvelles, tant sur la data que sur l'IA. C'est parfois des épisodes où on vous dissèque les dernières news de la communauté, mais c'est aussi très souvent des interviews. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Rousseau. Mathieu Rousseau est de la société Modeo. Salut Mathieu, comment ça va? Hello Vincent, ça va super et toi? Très bien, très bien. Écoute, je suis ravi. On a la chance d'avoir du beau temps, ce qui est quand même un truc qui met toujours un petit peu de baume au cœur. Et puis, je suis ravi surtout de t'avoir, parce que ça fait un bout de temps qu'on se disait qu'on allait enregistrer un jour un épisode ensemble. Et ça me fait très plaisir de t'avoir. Dis-moi Mathieu, est-ce que tu peux te présenter? Moi, je te connais un peu, mais peut-être que nos auditeurs te connaissent un peu moins. Est-ce que tu peux te présenter, puis dans la foulée, présenter Modeo, dire ce que vous faites pour que on ait un peu de contexte? Super, ouais, carrément. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis super content d'être là. Donc, moi, je suis Mathieu Rousseau. J'ai monté une boîte qui s'appelle Modeo il y a un peu plus de 4 ans avec mon associé Ismaël Goulani. Et on est spécialisé en data engineering. Donc, on fait globalement deux choses. On fait de la conception de data platform. Là, on va s'adresser à des très grands groupes, mais également des startups. On a des méthodologies qui sont spécifiques pour chaque typologie de boîte. Et on développe également nos solutions data avec notre solution Stash qui va permettre d'avoir une data platform all-in-one. Donc globalement, n'importe quel data consumer va pouvoir aller faire ses petites analyses créées avec de l'IA et en accédant à tout un catalogue de sources. Donc voilà ce qu'on fait. On est une vingtaine aujourd'hui, principalement des data engineers basés à Paris. Et puis voilà, on adore la data, hein. On s'éclate. Bah oui, comme je dis toujours à beaucoup de gens, je leur dis, on a des métiers qui sont pas forcément faciles sur certaines facettes, parce qu'être entrepreneur, c'est pas toujours le truc le plus facile. Mais moi, je me dis toujours que j'ai la chance, au moins, tous les matins quand je me réveille, que je vais au moins faire un truc marrant dans la journée. Parce que la data, c'est quand même un truc super marrant. J'aime bien le positionnement de ta boîte. Je sais pas moi qui vais renier le truc. Effectivement, de faire du data engineering et de construire une plateforme en même temps, c'est un truc qui me parle. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé j'aime toujours savoir un petit peu les gens. Pourquoi est-ce que la data finalement c'est quelque chose qui vous a amené comme ça, et pourquoi est-ce que vous avez voulu créer une boîte avec ton cofondateur Ismaël? Ouais, ça s'est fait assez naturellement en fait. Donc Ismaël, on a tous les deux, en fait, on est des amis d'école, on a une formation tous les deux en IA, enfin data science, et on était des gros passionnés d'IA. On a monté une asso là-dedans ensemble. Et puis moi j'ai eu un petit événement à la fin de mes études qui m'a donné un petit coup de boost, c'est que j'ai participé à la WSD Racer League, qui est une course de voitures autonomes organisée par AWS. Donc Excellent. c'était la compétition de celui qui développait le modèle qui permettait à la voiture d'aller le plus vite possible. Et puis donc tous les pays, il y avait un événement dans chaque ville. Moi j'ai gagné à Paris, puis après je suis allé aux États-Unis pour la finale mondiale. Où là on a perdu malheureusement, mais derrière ça m'a permis de me lancer à mon compte, donc avoir quelques premiers clients, et puis de fil en aiguille on est passé en mode un peu plus agence, et puis aujourd'hui voilà, on est une vingtaine, on a quelques belles références, je peux pas tous les citer, mais on a des grands groupes dans l'hôtellerie, dans le luxe, dans les médias, et puis des belles startups aussi qu'on accompagne. Excellent. Donc c'est cool. Et puis la data engineering, ça s'est fait aussi assez naturellement parce qu'en fait on s'est rendu compte que c'est là où il y avait de la demande aujourd'hui
La data science, c'est pas forcément le sujet principal pour nos clients qui voulaient d'abord avoir de la BI, de manière assez simple, des data apps, ce genre de choses. Donc, Ouais, ce que partir j'appelle les là-dessus. fondamentaux, moi, c'est foncièrement, ne vous imaginez pas qu'avec votre data, vous allez faire de l'IA si déjà vous savez pas faire de la BI correctement. Donc, c'est pas toujours le truc le plus sexy, le truc le plus attirant, mais c'est foncièrement ce dont les gens ont besoin, sur plein de sujets. Quand on s'est parlé pour préparer cet épisode, on s'est dit, mais de quoi peut-on parler? Et puis finalement, quel est le sujet un peu prégnant qui peut faire que on aide nos auditeurs à monter d'un niveau? Et on s'est dit que finalement, le DataOps pouvait être quelque chose d'intéressant. Mais alors, le DataOps, j'ai l'impression que c'est comme pas mal de choses dans notre monde de l'informatique, c'est que tu interroges deux personnes et tu as deux définitions différentes. Alors, est-ce que t'aurais un peu tu pourrais nous cerner un peu le sujet de ce que ça fait, et puis le DataOps, comme il y a Ops dedans, c'est une histoire d'homme, donc il y a sûrement un peu déjà la première définition, c'est de se dire finalement qu'est-ce que fait l'équipe DataOps dans une organisation. Carrément, carrément. Bah, alors, moi, le data, je trouve ça super intéressant. Ça fait un bout de temps qu'on en parle. Il y a beaucoup de théories là-dessus. Mais en France, des organisations matures avec des vraies équipes DataOps, finalement, c'est assez récent. Et puis, c'est vrai que quand on regarde d'une boîte à une autre, c'est des approches qui sont souvent assez différentes, même si la finalité est la même. C'est ça que je me dis que c'est intéressant d'en parler. Et donc, la définition aujourd'hui du DataOps, ça va être globalement une équipe qui va être en charge de mettre en place les bonnes pratiques, les bons outils qui vont permettre de manager du coup nos data products comme des softwares. Donc globalement, c'est une équipe qui va mettre à disposition des autres équipes des outils pour déployer, pour tester, qui va gérer les environnements, qui va faire toutes ces choses-là. Et grâce à une équipe, en fait, grâce à ces équipes, on va avoir des développeurs qui vont être beaucoup plus rapides, qui vont avoir un niveau de qualité dans leur travail qui est bien supérieur. Ça a aussi des avantages en termes de gouvernance. Donc, globalement, c'est quelque chose qui est aujourd'hui dans une grosse organisation difficilement évitable. Ouais. C'est un peu un vecteur de maturité. Moi, c'est ce que j'appelle ça. C'est points marquants de maturité dans les organisations, c'est-à-dire que celui qui, entre guillemets, je vais pas dire qu'il bricole son premier POC, évidemment que le sujet de DataOps va pas être un sujet pour lui, mais celui qui à un moment donné a besoin de faire que ça fonctionne et qu'on réinvente pas la roue à chaque initiative, il va nécessairement avoir besoin de ça. Et ça rejoint un petit peu d'ailleurs la discussion qu'on avait avec Paul Marcombe, où pour lui l'équipe en centrale, c'est une équipe qui fournit l'outillage et les bonnes pratiques et qui veille à ce que les bonnes pratiques soient mises soient utilisées, pardon. Mais c'est pas elle qui fait le data engineering pour les autres finalement. Et donc c'est peut-être là où cette notion de 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 centre d'excellence, de core team, de choses comme ça est un vrai sujet de toute façon qui peut définir un peu ce qu'on fait dans le DataOps. Si on se dit finalement les grandes tâches que va avoir ces grandes choses sur lesquelles va reposer le DataOps, c'est quoi? On pourrait définir un peu les incontournables de ce que on doit mettre en place quand on fait du DataOps. C'est quoi pour toi? Ouais, alors, une équipe DataOps, déjà, elle repose sur 5 piliers qui vont être l'orchestration. Donc, globalement, aujourd'hui, cette équipe centrale, comment elle permet aux différentes équipes slash feature teams d'orchestrer leurs tâches. Donc, c'est un premier point. Il y a tout ce qui est observabilité. De manière très concrète, ça va être mettre à disposition des outils qui vont permettre de faire de l'alerting, du test sur la qualité de la donnée. Donc, avec des outils typiquement comme Sifflet. Ça va être tout ce qui est gestion d'environnement, ce qui est pas forcément justement les compétences qu'on peut retrouver dans des feature teams. Donc c'est là où c'est intéressant parce qu'on ne peut pas réinventer la roue à chaque fois. Donc aujourd'hui, sur tout mon process de dev, où je vais tester, je vais recéter sur un environnement du AT puis passer en prod. Là, le fait que ce soit tout industrialisé, c'est un gain de temps qui est colossal. Et donc ça va être le rôle de l'équipe DataOps de mettre en place la gestion de ces environnements et de mettre à disposition tous les outils qui vont permettre de passer d'un environnement à un autre, des CI/CD, ce genre de choses. Et puis justement pour parler CI/CD, il y a aussi tout ce qui est déploiement qui va être géré par l'équipe DataOps.
Donc construire les briques qui permettent de déployer mon code sur chacun des environnements et du coup qui vont permettre aux équipes feature team d'être autonomes là-dedans. Et le dernier point, c'est tout ce qui est test de code qui s'intègre également dans les CI/CD pour faire en sorte que dans chaque équipe, on ait des bonnes pratiques de code qui soient respectées, encore une fois de manière autonome. Et la situation inverse, ce serait chacun fait son code comme il le veut, a priori sans tester ou en testant d'une manière qui est différente. Et donc on se retrouve avec une organisation où rien n'est maintenable, le code est plus ou moins dégueulasse et on s'en sort plus, quoi. J'aime bien le plus ou moins dégueulasse qui, quand même, dans le milieu de la data, est quand même un pléonasme parce qu'on a quand même un certain talent. Moi, je dis assez souvent, quand tu regardes un milieu industriel, la manière de laquelle, en termes de qualité, de méthode, les choses sont produites dans un atelier industriel, c'est un milieu que je connais un petit peu. Euh, et tu regardes en informatique comment déjà des mecs qui font du software engineering, en étant dans les règles de l'art du software engineering, produisent. Tu te dis, ouais, déjà, il y a un sacré fossé quand même, il y a un sacré gap. Enfin, tu parles à un patron d'une prod industrielle, on essaye de reproduire l'incident, le mec, il tombe. Mais alors, dans la data, là, on a encore un cran derrière, on voit des trucs, mais absolument ahurissants. Et justement, comment parce que c'est un vrai gros challenge de dire comment je sandbox suffisamment et comment j'encapsule dans un environnement bien défini ce que mes data engineers vont pouvoir faire en les bridant pas trop. Ce trade-off, tu le gères comment pour le coup? Parce que c'est une vraie petite, un petit challenge, quoi. C'est-à-dire que si le mec, tu lui dis, non, mais attends, tu peux faire que du Spark et pas autre chose, et puis c'est comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, à un moment donné, tu as des gens qui vont être très limités dans ce qu'ils peuvent parvenir à faire. C'est là où c'est assez difficile, en fait. Tu vas avoir des compromis à trouver où t'as forcément des perdants dans l'histoire. Moi, j'aime bien voir la logique DataOps comme je propose un catalogue d'outils à mes feature teams et donc ce catalogue, il faut le restreindre. Donc effectivement, aujourd'hui, si tu as des briques qui ont été développées pour faire de l'ingestion ou de la transformation, bah, elles sont quand même imposées et donc c'est difficile pour une équipe d'arriver et de proposer autre chose, à moins d'arriver à le justifier pour un besoin qui est très spécifique. Mais normalement, c'est assez verrouillé et c'est tout l'intérêt de la chose, c'est justement de dire bon bah vu que les standards sont les mêmes partout, aujourd'hui, moi en tant qu'équipe centrale, j'ai une compréhension complète de tout ce qui se fait partout et donc je sais que ça part pas en cacahuète et je suis capable d'intervenir si besoin parce que je connais ultra bien comment est conçue la data platform. Donc s'il y a un besoin urgent pour un métier ou quoi, moi mon équipe DataOps peut apporter cette expertise supplémentaire qui va permettre de répondre ultra rapidement aux besoins métiers. Ouais, mais Et il y a ce côté quand même autre avantage, ouais. expertise qui accompagne et qui permet de faire progresser aussi les feature teams pour les aider à franchir un cran en termes de capacité à résoudre des sujets, qui est aussi peut-être la chose qui permet d'être plus légitime pour la core team dans le fait de dire, bah, ce sujet-là, on le traite comme ça parce que nous, on l'a regardé, on a trouvé des solutions et ces solutions-là, on les a éprouvées et on saura les maintenir derrière, quoi. Ouais, c'est clair. Carrément, mais même pour une feature team, c'est hyper intéressant parce que déjà, ça permet de monter en compétences parce que tu vas avoir cette sorte de transmission de connaissances qui vient de cette équipe centralisée. Parce que globalement, c'est aussi le boulot de l'équipe DataOps, vous allez faire de la veille, de comprendre quelles sont les nouveautés, de bien se les approprier, et puis après de former, de transmettre aux différentes feature teams pour que ce soit bien utilisé. Donc c'est génial. Et puis même d'un point de vue d'une organisation, le fait de verrouiller un peu le champ d'action de l'équipe feature team, ça permet d'avoir des profils qui sont un peu moins seniors, mais comme ils sont encadrés, tu vas avoir les mêmes résultats que si c'était des très seniors, quoi. Ouais, c'est cool, c'est cool. On, Mais, on s'imagine quand même assez rapidement, si on veut faire passer un changement d'organisation, il faut identifier un petit peu ce que ça va apporter. Euh, si on regarde ça sous l'angle du gain
apporter à une organisation, entre guillemets, le avant-après? C'est quoi les grandes choses qui vont changer dans une équipe data à partir du moment où on va mettre en place une équipe DataOps au centre de tout ça par rapport à ce qu'étaient ces feature teams quand elles étaient éclatées et qu'elles faisaient toutes un petit peu du boulot, et quand on recentralise ça, comment est-ce qu'on les choses les plus perceptibles, alors on va peut-être pas pouvoir les détailler toutes, mais celles qui pour toi sont c'est les plus évidentes en termes de progression et d'amélioration de la performance globale de l'organisation, c'est quoi pour toi ces principales choses? C'est clair qu'il y en a beaucoup, hein. Le gain d'une équipe DataOps, c'est assez significatif. Déjà, le premier, c'est que tu vas avoir une grosse amélioration de la qualité des données, que ce soit en termes de fiabilité ou de SLA. Donc ça, comme c'est finalement l'objectif de toute équipe data de produire de la donnée de qualité, le fait d'avoir cette équipe DataOps en amont qui va t'aider à bien structurer tout, faire en sorte que la donnée qui sorte soit nickel, c'est un gros gain. On a aussi un élément qui est clé, qui est l'augmentation de la vélocité des développeurs, qui se retranscrit de manière plutôt financière d'un point de vue organisation. Donc le time to value sur les projets data est ultra réduit parce que une organisation DataOps qui va bien standardiser, voire productiser les différentes tâches font que en quelques heures, on est capable d'avoir une nouvelle source de données qui est ingérée et puis d'avoir typiquement un projet DBT qui est prêt et qui permet de sortir ces transformations de données. Donc c'est super rapide. Là où sans équipe DataOps, à chaque fois on est obligé de reconstruire la roue, donc on perd vachement de temps. Et puis derrière, il y a des sujets qui sont autour de la collaboration entre les équipes data. Donc, on va aider à mieux faire à mieux faire communiquer les différentes équipes, que ce soit les data scientists, les data engineers, les business users, pour bien cibler quels sont les besoins et mieux y répondre. Il y a également des sujets d'agilité. Construire une infrastructure qui permet de vite itérer, c'est crucial parce que dans la data, et c'est là où je pense d'ailleurs, on parlait de software engineering, mais c'est là où on va vachement distinguer la data engineering de la software engineering, c'est ce besoin de flexibilité par rapport aux demandes métiers qui font qu'évoluer. Avoir une organisation DataOps avec une architecture bien flexible, ça va permettre de répondre à cette demande en flexibilité et donc d'itérer plus rapidement et de plus vite arriver à de l'analytics qui a du sens pour le métier. On a également tout ce qui est gouvernance en sécurité, hyper important de la part de l'équipe DataOps de prendre la main sur ces sujets typiquement RGPD, anonymisation des données, cycle de vie et ce genre de choses. C'est eux qui vont mener tous ces travaux et qui vont les imposer à l'échelle du groupe. Et puis il y a un gain qui est également FinOps, hein, donc l'équipe DataOps, elle va suivre les coûts sur l'ensemble de la data platform, elle va mettre à disposition les outils pour bien les optimiser, pour également imposer des quotas pour pas les dépasser, donc super important. Et puis voilà, tout ça mis bout à bout, ça crée une culture data qui est forte, qui incite les gens à demander plus de données, et puis ça crée un super élan au sein d'une boîte. Et tout ça augmente également le ROI des équipes data. Et pas uniquement l'équipe DataOps, mais toutes, parce qu'elles sont plus efficaces. Ouais. Et foncièrement, ce qu'il y a de très certain, on pourrait se dire, ça ne marche que dans des très très grosses organisations, mais finalement, t'as envie de te dire que même une équipe de taille assez restreinte, c'est-à-dire t'as pas besoin d'avoir 50 5 équipes de 10 personnes à animer autour de ça, mais tout ça finalement peut se décliner déjà à une très petite échelle en se disant, mais finalement ce rôle DataOps, c'est pas forcément une équipe d'ailleurs, c'est même ce rôle DataOps avec tous ces objectifs que tu viens de lister, sont des choses qui vont permettre de faire progresser et de rendre plus crédible l'initiative data, parce que c'est là où tu soulignes le fait de pouvoir d'augmenter le ROI global. Tu termines par ça, dans ce que tu viens de dire, et c'est certain qu'à un moment donné, ce qu'il y a de très certain, c'est que l'initiative data, c'est de toute façon, c'est sur son ROI à la fin qu'on va la juger, quoi. Euh, donc foncièrement, le truc, il est quand même assez. Tu parlais
de l'amélioration de l'agilité, de l'adaptabilité, juste avant là. Tu vois un vrai pont. Moi, j'ai toujours eu un petit peu de difficulté avec les méthodes agiles. Alors, certes, pas sur le besoin d'itérer rapidement, mais sur le fonctionnement avec les comitologies et tout ce qui s'ensuit. Tu vois ce genre de choses-là apparaître être une chose qui marche bien, ces méthodologies-là, dans le cadre d'une équipe, dans le cadre de choses autour de la data, ou c'est quelque chose quand même à prendre avec des pincettes pour toi? Alors, la notion de flexibilité, je pense, dans le cadre d'une équipe DataOps, elle va se manifester en fonction du choix de la stack et comment sont configurés les outils. Parce que c'est là où on va se donner le plus de flexibilité. Typiquement, si on part sur des outils qui sont difficiles à faire évoluer avec des process de déploiement qui sont complexes, là, on va vachement perdre en agilité. Et du coup, tout l'intérêt de l'équipe DataOps, c'est d'aller chercher des outils qui permettent de facilement rajouter du code et d'avoir entre le moment où un utilisateur métier fait une demande et le moment où elle passe en prod le moins de temps possible, tout en garantissant les bons tests. Donc c'est là où l'équipe DataOps va avoir du sens. Après, toi, tu mentionnais tout ce qui est méthode agile et ce genre de choses. Ouais. Je suis pas un grand Ouais, fan des après, dailies ouais, et compagnie, moi, tu vois, c'est pour dire les choses très, très, très simplement. Je ouais. suis pas un hyper fan là-dessus. Et donc, foncièrement, quand je regarde le temps passé en réunion, enfin, moi, je suis un fervent opposé au temps passé en réunion et j'ai tendance à dire que trop de Je suis d'accord, méthodologie ouais. nuit à la productivité. De ce point de vue-là, donc quand je t'ai vu tout à l'heure souligner cette histoire de méthodologie, Ouais. proximité avec les méthodes agiles, je suis ouf. Euh, Ouais, attention, alors bah, attention. justement, moi, c'est vraiment agilité dans le sens rapidité d'itération et capacité à traiter une variété de use cases qui est large. Après, ce qui est purement méthode agile, donc déjà, aujourd'hui, les roadmaps des feature teams vont être gérés au sein de la feature team, donc l'équipe DataOps n'a pas vraiment à s'y pencher, si ce n'est communiquer sur la roadmap, voilà, pour vérifier que tout le monde est bien aligné en fonction des différentes demandes. Après, j'ai un peu la même vision hein, sur la méthode agile. Je pense que c'est beaucoup de contraintes d'arriver à faire en sorte que ça fonctionne. Ouais. Euh, et sur une organisation data, c'est pas forcément simple de découper la bonne roadmap qui te permet sprint par sprint d'avoir des bons tickets, de faire ton daily ou quoi. Ça s'applique un peu plus sur de la software un peu plus classique, je pense. Mais typiquement, bah, sur nos projets de mise en place d'équipe DataOps, on va avoir ce système de daily et ça s'y prête bien parce qu'on crée des modules qui sont très concrets, quoi, avec bah, le nouveau module de gestion des droits Snowflake, ce genre de choses. Donc, on arrive à découper, mais bon, c'est vrai que ça prend du temps, quoi. Et comment tu gères justement, et on reviendra sur le cœur de notre discussion juste après, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire sur les feature teams qui sont indépendantes sur leur roadmap. Et on sait foncièrement que quand on a du data engineering à grande échelle, on a foncièrement une imbrication entre différents sujets avec des streams de data qui sont très partagés entre différents sujets qui peuvent être dans différentes feature teams. Comment est-ce que, d'un point de vue justement arbitrage central, l'équipe DataOps, l'équipe DataOps va gérer ça, de dire ben non, attends, ce data product, il a besoin de telles features qui ne sont pas évidentes dans l'usage qui a généré le data product, mais on sait qu'il y a une autre feature team qui va en avoir besoin plus tard dans sa roadmap, et donc faut influer sur telle feature team, et ce qui a un impact évidemment sur le budget, sur la quantité de travail que ces feature teams vont être obligés de faire. Ça, tu le gères comment, cet aspect des choses pour le coup, toi? Bah là, pour le coup, c'est là où tu vois la différence entre une bonne équipe DataOps et une mauvaise équipe. C'est hyper important d'arriver à bien mutualiser les demandes. Et c'est comme ça qu'il faut prioriser. En fait, en gros, il faut dès le début imposer une philosophie qui est chaque feature team, tout ce qui est construit dans chaque feature team est fait pour le groupe.
Et derrière, ça te permet de mutualiser les développements et de revaloriser ce qui a été fait à droite à gauche. Et derrière, bah, ça implique d'avoir des échanges constants avec les feature teams, et ce qui est pas forcément simple. Et d'ailleurs, c'est là où c'est dur parce que les profils DataOps, souvent, ça va être des profils très techniques. Et donc, être en mesure d'aller derrière faire les bonnes, d'aller recueillir l'information sur les différents projets, ben, c'est pas simple, Ouais, c'est pas évident. Euh, c'est clair. ouais, tout à fait. Tout à l'heure, et on basculera juste après. Tu parlais du testing de données. C'est un vrai sujet qu'on voit apparaître. Alors, j'ai l'impression que la mouvance DBT a vachement aidé à faire percevoir cette histoire de testing de données, chose que auparavant, comme on savait pas trop comment le faire, on n'avait pas d'outils implicites pour le faire. Finalement, on le faisait assez peu. Enfin, on le faisait assez peu. On le faisait insuffisamment, je pense. Et que là, aujourd'hui, avec DBT, il n'y a pas trop d'excuses. Tu vois, c'est quoi les façons justement d'assurer ce testing et cette validation de données que toi tu vois dans le quotidien aujourd'hui? C'est à quel niveau? Le sujet des tests, en fait, plus globalement, l'observabilité, il est hyper central aujourd'hui parce que de ce qu'on voit, nous, les organisations commencent à être matures, donc c'est là où elles vont se concentrer tout leur boulot, quoi, d'être sûr que la donnée qui sort est de qualité. Et effectivement, avec DBT, tu peux tester plus facilement, donc c'est intéressant. Derrière, il y a quand même un sujet qui est mon catalogue de tests, comment je le monitore, parce que c'est cool de pouvoir tester, mais derrière, il faut la bonne gestion des alertes et, euh, et tout ce flot de résolution des incidents. Donc, ça implique d'avoir les bons outils. Donc, voilà, c'est un peu le débat Bill versus buy, hein, donc on parlait avant-hier. Euh, il y a des outils qui sont top, comme Siflet, qui te permettent de faire ça. Tu as des outils plutôt open source, genre Elementary. Donc, à voir quelle est la meilleure approche. Mais c'est compliqué parce qu'en plus, tu as beaucoup d'opacité aujourd'hui dans les traitements, notamment avec DBT, hein, où comme toutes les transpos sont dans le data warehouse, tu as une sorte de surcouche un peu infinie de transformation. Donc, tu veux comprendre exactement à quel endroit tu peux avoir potentiellement des incidents. Et ce qui fait que c'est des grosses requêtes, sauf qu'une grosse requête pour tester, ça te coûte aussi de l'argent. Donc tout ça, c'est difficile à monitorer. C'est un peu c'est un sac de nœuds qui est sans fin. Mais il y a des solutions qui permettent de faire ça c'est assez bien. Ouais, c'est clair, c'est qu'à un moment donné, alors certes avec un Snowflake, c'est moins prégnant parce que tu peux te dire, tu isoles dans un data warehouse, dans un warehouse dédié ton activité de test, donc tu arrives quand même d'un point de vue FinOps à savoir combien te coûte ton testing et surtout ne pas écrouler ta charge de production nominale. Alors bon, globalement, tu te dis à un moment donné, tu fais une copie de la base, tu fais un snapshot de la base à instant T, tu lances tes tests à côté. Mais c'est vrai que si t'es pas dans cette capacité-là, euh, faire une requête SQL qui ratisse toute la base enregistrement par enregistrement pour faire 12 000 clauses dessus qui sont pour avoir des tests super exhaustifs, ça finit par faire quelque chose qui peut t'amener à avoir des difficultés par rapport à ta production. Et c'est vrai que moi, même si l'évidence de la nécessité des tests aujourd'hui, avec la maturité des organisations, commence à être très très claire, ce qu'il y a de très certain, c'est que on est quand même aujourd'hui avec, c'est pas implicite la manière de le faire, c'est pas le truc le plus évident à mener. Euh, Entre guillemets, tu peux te dire oh, il y a plus de frein à le faire, c'est bon, on a les outils pour le faire, mais tu regardes que quand même à mettre en musique et à faire dans la durée et à faire rentrer ça dans une production quotidienne, c'est vraiment vraiment encore un sujet bien complexe, quoi. Clairement. Et puis il y a une demande énorme de la part des équipes métiers là-dessus. Oui, Et c'est oui, vraiment la oui. grosse prio, quoi. C'est ce que j'écrivais la semaine dernière dans un post où je disais foncièrement, moi aujourd'hui, j'ai 3 clients sur 4 que je rencontre qui me disent mon métier vient me voir en me disant qu'il a plus confiance dans la donnée qu'on lui fournit. Donc comment est-ce qu'on peut résoudre ça, quoi. Après se Ouais. pose une fois que tu as testé, se pose la vraie question de comment tu gères la remédiation sur la donnée, comment est-ce que tu isoles la donnée, et comment est-ce que tu t'investigues là-dessus et tu boucles. Alors, ça, c'est encore tout un autre challenge qui pourra nous occuper pendant quelques temps.
Euh, euh, Quand on parle des gens qui sont allés vers le DataOps, entre guillemets, comment on s'y prend déjà pour y aller, quoi, et puis et c'est quoi les trucs qu'il faut être prêt à affronter, les challenges qu'on va rencontrer quand on se dit ben aujourd'hui ok je fais de la data, je vais mettre en place une équipe de DataOps. Euh, alors, bah, déjà, il y a différents sujets. Quand tu mets en place une équipe DataOps, donc ce que j'ai, c'est que c'est des compétences assez rares. Donc aujourd'hui, on va dire qu'un data engineer qui veut se spécialiser là-dedans, ça va être des grosses compétences sur tout ce qui est CI/CD, infra, mais également des bonnes connaissances sur les outils data, donc très bien connaître le fonctionnement de DBT, les logiques d'optimisation dans les data warehouse, même les outils un peu plus BI en bout de chaîne, genre Power BI, Tableau, etc. Bien comprendre le fonctionnement, donc c'est quand même une grosse base théorique pas négligeable. Et puis des bonnes compétences en software engineering également, parce que tous ces modules, il faut arriver à les automatiser, donc c'est assez costaud. Et autre point, c'est tout ce qui est soft skills, où là où il va falloir avoir des bonnes compétences en communication. C'est des équipes qui sont sursollicitées, donc il faut bien savoir prioriser. C'est assez complexe. Et donc ça fait partie globalement des challenges quand on construit une équipe DataOps, qui est d'arriver à trouver les bons profils. Mais Ouais. il y en a d'autres. Euh, Il y a un premier sujet qui est aussi de définir les rôles et responsabilités de ton équipe DataOps. Donc qu'est-ce qui relève de l'équipe DataOps, qu'est-ce qui relève de la feature team. Euh, Par exemple, on met à disposition qu'est-ce qu'on a comme exemple? On a le fait de créer, bah voilà, on va dire des nouveaux repos DBT sur GitHub. Est-ce qu'aujourd'hui c'est à l'équipe de la feature team d'être autonome dans la création de ces repos, ou est-ce que c'est à l'équipe DataOps d'aller créer tout ça? Il faut bien mettre la limite pour savoir qui est responsable, parce que derrière ça a des implications quand les choses passent moins bien. Autre sujet important, c'est de bien aligner le travail de l'équipe DataOps avec les objectifs métiers. Parce que quand on construit une équipe très technique, il faut pas tomber dans le piège de faire de la technique pour faire de la technique. Il faut qu'il y ait un vrai enjeu de réponse aux attentes métiers, donc qui vont être la réduction typiquement du time to value, qui vont être l'amélioration de la qualité de la donnée, la mise en place de justement de tests de qualité et d'alerting qui vont permettre de rassurer les data consumers. Ces sujets-là sont hyper importants. Il y a aussi la capacité justement à faire scaler cette équipe, hein, parce que c'est super, enfin c'est simple d'avoir une équipe DataOps qui va s'adresser à deux, trois feature teams, mais derrière quand on en a 15, 20, c'est plus du tout la même logique. C'est une façon de communiquer qui est différente, un peu plus industrielle. Donc il faut réussir à mettre en place le bon workflow pour bien gérer les demandes, pour bien centraliser les besoins et avoir justement une réponse qui est commune et bien priorisée. Donc sujet complexe également. Autre point qui se recoupe aussi un petit peu avec le fait de bien aligner l'équipe DataOps, qui est de mesurer du coup le succès de cette équipe, parce que encore une fois, une équipe technique, c'est pas toujours simple de mesurer son ROI. Et comme l'équipe DataOps, elle se positionne vraiment en tout début de chaîne, et ben elle est ultra éloignée du gain métier. Donc il faut être capable de comprendre comment est-ce qu'on mesure son gain, et c'est dur. Et le dernier challenge qui est assez important pour moi, parce que ça peut faire peur, c'est que quand on arrive sur une grosse organisation pour construire une équipe DataOps, ça coûte cher. C'est des nouveaux profils à recruter, une nouvelle équipe à construire. Mais sur le long terme, c'est des gains qui sont considérables, parce que si dans chaque feature teams on augmente la vélocité de manière considérable, on réduit la taille des équipes, ou on est capable de sortir plus de projets. Donc c'est un investissement qui est plutôt lourd au début et qui a un gain qui est significatif sur le long terme. Mais il faut avoir cette sensibilité, c'est-à-dire voilà, j'investis et c'est un pari sur le long terme. Tiens, question tricky Voilà, entre deux tranches là de sujets qu'on avait imaginé, dont on avait imaginé parler. T'as parlé de la création de repo. Monorepo DBT Ouais. ou un repo par feature team?
Alors moi, je suis plutôt sur un repo par projet, par feature team. Ouais, Parce que ça permet d'avoir une meilleure gestion des projets. Bon, ça a deux, trois implications techniques qui est que ton lineage, du coup, il est plus difficile à suivre. ouais. Donc, il faut réfléchir à d'autres options pour avoir un lineage complet. Mais l'avantage, c'est que tu t'évites de te retrouver avec ton repo DBT et tes 5000 modèles imbriqués les uns les autres, que tu n'arrives plus à faire évoluer, quoi. Qui est séduisant sur le départ parce que tu dis ça simplifie plein de trucs, notamment ce lineage. Mais au final, quand il faut faire la merge request, bon, c'est pas le truc le plus évident, même si effectivement tu peux isoler les périmètres et dire s'il y a que les trucs qui sont tagués comme ça, qui sont faisables pour tel feature team. Moi, je te rejoins quand même sur l'idée du multi-repo Ouais. et de faire Ouais, puis ce qui est par contre un peu de sympa, data engineering sur la donnée, la métadonnée du repo pour faire un catalogue global au-dessus de ça. Euh, et d'avoir des petites choses et d'avoir aussi derrière, parce que on parlait DataOps, on est très centré sur le développement des choses là avec ce dont on parle sur le DataOps, mais il faut pas oublier que derrière il faut le faire tourner. Et donc faire tourner un énorme monolithe, presque on a tendance à dire presque un monolithe. On peut presque avoir l'opposition monolithe versus microservice dans cette histoire de DataOps, finalement, de dire est-ce que tu veux faire tourner un gros monolithe ou est-ce que tu fais tourner plein de petites choses qui tournent indépendamment, qui sont sandboxées, chacune, qui sont faciles à finopser, chacune dans leur coin. C'est un vrai débat que tu peux avoir derrière, sachant qu'effectivement, l'ultra granularité va faire que tu arrives dans des rendements décroissants à un moment donné. Mais enfin, moi, je pense que il y a quand même une complexité importante que tu dois affronter quand tu te retrouves avec un énorme truc à faire tourner, qui est quelque chose de complexe par essence. ouais, c'est clair. Ouais, C'est clair, mais en plus, l'approche sympa, moi, je trouve, avoir un repo par projet, par feature team, c'est que derrière, ouais, tu as une gouvernance projet qui est un peu simplifiée parce que tu te retrouves à avoir la liste de tous les projets par équipe. Et donc, effectivement, derrière, d'un point de vue FinOps, gouvernance technique, regarder plus facilement ce qui est fait, plutôt qu'avoir le gros paquet que personne ne comprend, quoi. c'est clair. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, c'est clair qu'à un moment donné, ça peut finir par faire quelque chose d'un tout petit peu complexe de ce point de vue-là. Alors, une fois que l'équipe DataOps s'est créée, c'est quoi son quotidien? C'est quoi les choses, enfin, les points de challenge qu'elle va devoir traverser? Bah alors le truc un peu dur, c'est quand l'équipe vient d'être créée et qu'elle est obligée d'aller mettre un peu son nez dans toutes les feature teams pour remettre en place et standardiser à l'échelle du groupe les différents process. C'est un peu lourd parce que bah, c'est des migrations un peu dans tous les sens, hein. En gros, l'équipe data va construire ces modules et il va falloir aller les implémenter à droite à gauche. Donc c'est un peu de boulot et puis il faut sensibiliser justement à cette nouvelle philosophie qui est Hmm. plus orienté package, standard, process, enfin voilà, plus chacun dans son coin. Il y a aussi un sujet derrière qui est plutôt technique, qui est d'arriver à trouver la bonne stack, les bonnes technos en fonction des besoins. Donc ça peut prendre un peu de temps, surtout que sur des grosses volumétries, ben, derrière il y a toujours des enjeux de budget, donc il faut arriver à bien proposer les bonnes choses, que ce soit sur les différentes couches, hein, la gestion, l'orchestration. Souvent d'ailleurs on doit faire avec du legacy, donc il faut s'interfacer avec tout ça. C'est assez dur, faire un mix d'outils très modernes avec des vieux outils qui ont été mis en place il y a un petit bout de temps. Euh, il y a tout ce qui est également sécurité et compliance, et c'est là aussi où c'est dur parce que de la part d'un pur data engineer slash data ops, on n'attend pas nécessairement des compétences un peu légales sur comment ça doit marcher, qu'est-ce qu'on attend d'un point de vue RGPD en termes de gestion de la donnée. Et Mhm. donc là-dessus, il faut une petite montée en compétences euh, et que cette montée en compétences, elle se traduise sur des outils derrière qui vont être implémentés dans chaque feature team. Et, euh, et puis également derrière, il faut bah, mettre en place les bons process et workflows.
Donc, ce que je disais, c'est que l'équipe DataOps va proposer un catalogue de services à ses feature teams. Ce catalogue de services, dans son usage, il doit avoir une UX qui est pertinente, qui permet à n'importe qui, peu importe son niveau de seniorité, de bien utiliser ces services. Et donc, dans la façon dont ils sont adressés, c'est aussi un petit challenge d'arriver à bien comprendre comment faire des choses intelligentes, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est évident. C'est évident. Et tu parlais justement au départ le premier challenge, c'est d'aller mettre son nez dans les feature teams, qui de toute façon, chacune des feature teams faisait son petit bout de DataOps à elle toute seule au début. Donc ça veut dire que et tu vas te retrouver avec des mecs qui sont des fanatiques d'Airflow. Bon, et toi, tu t'es dit bon, à un moment donné, peut-être que à avoir utilisé un autre, j'en sais rien, un Kestra ou je ne sais quel outil va permettre de faciliter les choses, ou voire utiliser justement un outil pour ordonnancer, pour faire la prod autour des jobs, là où il y en avait pas. Et ça, pour le coup, ça peut être vraiment un frein de réticence, enfin un frein, ça peut être une chose où tu peux avoir quand même de la friction avec les équipes là-dessus. Et c'est vrai que il faut, dès le départ, à mon sens, avoir une capacité à amener une stratégie et à amener un truc qui va dire au future team, on va vous améliorer votre vélocité parce que vous avez plus ça à faire, quoi. Et c'est pas parce que les gens savent déjà faire des choses qu'il n'y a pas, entre guillemets, une transaction qui doit se faire entre ce qui vous coûte du temps aujourd'hui que vous faites, on va se débrouiller pour aller le faire autrement. D'un point de vue du prestataire de service que tu es, euh, c'est quelque chose, cette DataOps, qui peut être externalisé, ou est-ce que ça fait partie des fondamentaux? Ça revient sur ce débat. Alors pourquoi on fait une référence à build versus buy? On s'est croisé avec Mathieu il y a 2 jours dans un meet-up qui avait comme thème build versus buy. Est-ce que justement le DataOps c'est quelque chose qui peut être je vais au-delà de l'aspect produit, hein, mais qui peut être buy plutôt que build en interne, et quelque chose qui soit dans le cœur de fonctionnement de l'entreprise? Est-ce que c'est une commodité pour l'entreprise d'avoir une DataOps, ou est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de la création de valeur intrinsèque dans une Bah, organisation? le débat build versus buy s'applique super bien à la logique DataOps. On a des super outils qui permettent de faire ça, comme Sadji, donc qui va permettre voilà, de mettre à disposition ce catalogue d'outils euh, qui ensuite sera géré côté feature teams, enfin géré côté core team et enfin, DataOps, et mis à disposition côté feature teams. Et après, nous, ce qu'on voit, hein, c'est que globalement aujourd'hui, les équipes DataOps, c'est beaucoup de prestats, parce que c'est quand même une méthodologie qui est assez complexe, et c'est bien d'arriver du premier coup avec quelque chose qui fonctionne. Donc on évite d'itérer sur trop longtemps, parce que à la fin ça coûte trop cher. Donc nous là on est en ce moment sur 5 projets d'équipes, enfin la mise en place d'équipes DataOps, et à chaque fois c'est majoritairement des prestats. J'en Ouais, prends puis un peu biaisé après, parce que ça peut être effectivement de bootstrapper la méthode, d'être presta pour bootstrapper et de dire au client, moi, tu vois, je veux dire, enfin, j'ai un client que j'ai accompagné pendant 2 ans, et ils ont fini par recruter une équipe, et il y a eu une transition sortante pour nous. Ils ont fini par recruter une équipe qui avait la capacité à faire justement tout ce travail central et à animer vis-à-vis. Alors là, c'était pas forcément des feature teams, c'était des équipes partout dans des pays partout dans le monde, à équiper chacune des équipes data pour leur dire, bah, voilà, il y a un set d'outils qui sont les outils sur lesquels on a des bonnes pratiques, des méthodes et ainsi de suite. Et puis vous allez pouvoir derrière euh, avoir des features de dire, bah, si vous devez onboarder de la donnée, c'est comme ça vous allez pouvoir le faire. Aujourd'hui, on va vous supporter de ce point de vue-là. Excellent, super intéressant. Écoute, je pense que chacun des points que tu as évoqués pourrait presque faire l'objet d'une discussion approfondie là-dessus, et j'espère il y aura plein de suites là-dessus. Est-ce que,
pour toi, pour Modéo, vous avez des choses dans un futur proche sur lesquelles vous allez intervenir? Est-ce que tu as des meet-up auxquels tu vas participer bientôt et sur lesquels tu voudrais attirer notre attention? Qu'est-ce qu'on a comme agenda? On a en ce moment une initiative qui est en train de se lancer pour ceux que ça intéresse, qui est menée par Benjamin de Popsic, qui s'appelle French Data Stack, où l'idée c'est de mettre en avant toutes les boîtes françaises dans la data, que ce soit des éditeurs de solutions ou boîtes de conseil. Voilà, Excellent. n'hésitez pas à On mettra le échanger lien, là-dessus on si mettra ça le lien m'intéresse. vers l'initiative dans les show notes de l'épisode. Ouais, excellent. Ouais, c'est une bonne idée, je trouve que c'est un bon truc, ça. Carrément, on pense qu'en fait il y en a tellement et donc et pas toujours simple de se mettre en avant. Voilà, Oh l'idée oui. c'est Oh oui. donc voilà. Et puis niveau agenda, non, je crois que c'est tout. On a des petits trucs qui arrivent, mais voilà quoi globalement. Ouais, présence dans différents meet-ups, j'imagine, Voilà, exactement, si vous voulez me croiser, vous allez dans les meet-ups et carrément. vous avez une chance aussi de croiser Mathieu, je pense, de manière générale. Au Euh, buffet. tu écris quelque part? Tu fais des publications? On te retrouve j'imagine, sur LinkedIn? Ouais, voilà exactement pour nous suivre, on est assez actif sur LinkedIn, donc on passe souvent pour évoquer nos petits sujets de réflexion. Et puis on a un blog sur le site Modéo où on va régulièrement poster des articles, pareil sur des sujets data ops, data engineering, data platform. De plus en plus de sujets IA et LLM parce que c'est un sujet qui nous plaît beaucoup. Donc voilà, globalement, Oui, c'est vrai qu'à la comment nous différence de retrouver. moi, tu vois, c'est un sujet. Moi, je viens plutôt du monde de l'infra et je suis venu sur ces sujets IA par la suite, par attirance. Toi, pour le coup, tu viens de ces sujets IA, donc c'est assez légitime de vouloir y repasser, y revenir, quoi. Excellent. Ouais. Écoute, j'étais ravi de cet enregistrement. C'est super intéressant, sujet DataOps. Finalement, ça fait partie de ces sujets qui sont presque implicites. C'est-à-dire ils sont incontournables. Comme je le disais l'autre jour, la data quality devient un truc incontournable, mais finalement, les opérations sous-jacentes sont assez incontournables de ce point de vue-là. Donc, c'est super intéressant d'avoir eu cette discussion. Je te remercie. Euh, Merci à toi. Écoute, bravo pour ce que vous faites. C'est vraiment chouette comme je dis toujours, d'avoir des vraies boîtes qui font le vrai job. Nous, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Datatask, et avant avec Affinitex sur les sur les années qui viennent de s'écouler. Et on n'est pas nombreux, je pense, à vraiment faire le job et à pouvoir avoir du recul sur ce qui se fait et sur la manière de laquelle et avoir un peu d'histoire à raconter qui sont pas forcément qui s'éloignent de la théorie, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Merci pour ce retour et pour ce truc très documenté. Bah, Vous le savez, vous le voyez pas à l'écran, mais Mathieu avait super bien préparé l'épisode, mais il va donner vachement d'éléments pour savoir de quoi on allait parler. Donc bravo, c'est à souligner, c'est vraiment un bel effort. Donc c'était un merci. plaisir de t'avoir. Donc j'espère que tu reviendras pour nous parler d'autres trucs parce que tu sais bien que pour ceux qui connaissent bien le podcast, on a des gens qui reviennent souvent et c'est un plaisir d'avoir quand les gens nous parlent de choses de qualité, c'est un plaisir de les avoir. Merci Mathieu. À très bientôt. Merci bientôt. Vincent, bientôt. Merci d'avoir écouté ce Big Data Hebdo jusqu'au bout. On vous serait reconnaissant de nous noter sur vos apps de podcast et d'abonner 2 de vos amis. Un grand merci à Maxence Lecointe qui a composé et enregistré le générique de ce podcast. Retrouvez-le sur le Slack. À très vite.